Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Laurent Cotta est conservateur, en charge du département des arts graphiques du Palais Galliera. Alors pour commencer par un peu d'histoire, le Palais Galliera a été construit à la fin du XIXe siècle par l'architecte Léon Ginin pour la duchesse de Galliera, afin d'y exposer ses œuvres d'art qu'elle souhaitait léguer à l'État. Situé sur la colline de Chaillot, près du Trocadéro, ce monument en pierre de taille inspiré de la Renaissance italienne a en fait une structure métallique conçue par l'agence de Gustave Eiffel. Et depuis 1977, il abrite le musée de la mode de la ville de Paris. Lieu emblématique pour tous les connaisseurs, mais loin d'être élitiste, puisqu'il appartient à la ville et a donc une mission de service public. Mais ce n'est pas au Palais Galliera que j'ai rencontré Laurent Cotta. Il m'a accueilli dans un lieu exceptionnel, les réserves et ateliers de restauration et de conservation du musée, quelque part dans Paris. Ce lieu est évidemment tenu confidentiel et de nombreuses précautions sont prises pour préserver les œuvres. Installé dans l'une des réserves, en sous-sol, nous avons parlé notamment des devoirs et fonctions d'un conservateur de musée, du statut inaliénable des œuvres en France, de la construction d'une exposition, mais aussi de vanité, de trésors, de paradoxes, d'ego, et même de la robe de Marilyn Monroe portée par Kim Kardashian au Met Gala. Bonjour Laurent. Bonjour Lily. Merci de me recevoir dans cet endroit qui est secret. Ah oui. Et un peu sacré. Absolument. Par la force des choses. Exactement. Nous sommes donc dans les réserves du Palais Galliera, et qui est donc le musée de la mode, qui était musée du costume. Ah oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Ensuite, oui. Musée de la du costume et de la mode. De la mode. Et on a gardé que la mode. Et... Alors, ce qui peut se discuter, bien entendu. Et donc, le Palais Galliera, il est dans le 16e arrondissement à Paris, mais là, on n'est pas dans le 16e. Non. C'est évidemment un autre endroit, comme pour tous les musées. Secret. Et qui restera évidemment secret. On est quand même à Paris, on peut le dire. Oui, on est encore à Paris, dans voilà. L'Est parisien, mais j'en dis pas plus. Ah non, voilà. Stop. Voilà. Et donc, là, on est dans une des réserves, justement. C'est assez incroyable parce que on est entouré de housses cotonneuses, justement, oui. De rayonnage en époxy et d'échelles et de boîtes, de cartons, de tiroirs, et il y a des trésors partout. Pas partout, oui, mais enfin bon, il y a des trésors au milieu du reste. Bon, exactement. On n'a pas que des trésors. Alors après, il y a aussi la définition du mot trésor. Après, oui, pourquoi ? Ça y est, je t'ai lancé. Non, pas. Alors, avant de commencer, j'aimerais te poser la première question qui est récurrente dans mon podcast. Oui. Donc, le titre, comme tu le sais, c'est Everything Happens for a Reason. Et j'aimerais savoir ce que ce titre évoque pour toi. Quelle bonne question, mon Dieu. Oui, tout arrive pour une raison, mais même pour des hasards. Parfois, il y a des hasards qui sont tout à fait heureux. Et alors, c'est peut-être pas une raison, ou c'est peut-être une raison qui nous dépasse, mais on peut considérer ça comme ça, oui. Bon, oui, c'est intéressant comme titre, parce qu'il y a aussi une notion de responsabilité dans tout ça. Alors, je crois qu'effectivement, on est particulièrement responsable quand on est chargé ou responsable d'une collection, quand on travaille pour
pour un musée, qu'il soit privé ou qu'il soit public, peu importe. Enfin, à partir du moment où on reçoit des visiteurs et où on leur montre des choses, oui, on est effectivement responsable de beaucoup de choses. Alors, on n'est pas aussi responsable que si on était chirurgien, évidemment. Enfin, il faut quand même rester un peu les pieds sur terre et relativiser tout ça. Mais effectivement, oui, on a une part de responsabilité à partir du moment où on présente des œuvres à un public, à plusieurs publics. et D'ailleurs, où on conserve ses œuvres, Voilà. et où on fait aussi le choix de faire entrer ses œuvres. Enfin bon, on a comme ça différents niveaux de responsabilité. Alors justement, ta responsabilité, tu es donc conservateur et en charge du département des arts graphiques. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, donc, conservateur, pour moi, comme ça, quand j'ai réfléchi, conserver, ça veut dire préserver, protéger. Ça veut aussi dire valoriser. Exactement. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton métier ? J'espère que je valorise. Oui, donc il faut effectivement conserver des œuvres. Il y a une particularité que les gens ne savent pas nécessairement, bon, à moins de travailler dans un musée, mais c'est qu'en France, il y a encore une particularité. Bon, c'est que les œuvres, lorsqu'elles entrent dans un musée, qu'elles passent tout un tas d'étapes, enfin entre autres de commission d'acquisition, de tout ce qu'on veut. Oui, on va en parler en détail. Voilà, et où elles se voient attribuer un numéro d'inventaire, ont un statut totalement inaliénable. Alors, ce qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les cultures anglo-saxonnes, où on peut revendre. Peut sortir d'un musée, oui, voilà. ça peut sortir. Alors, nous, ça sort aussi, mais pour des prêts. Oui, mais où on peut considérer que tout d'un coup, ça ne fait plus partie des collections, que ça n'est plus intéressant, qu'on peut les vendre lors de vente aux enchères et acheter autre chose. Alors, dans certains cas, ça nous semble très enviable. Oui, en France, j'imagine. En disant, oui, ce serait bien parce qu'on pourrait se débarrasser de certaines pièces. Et donc renouveler aussi. Exactement, qui nous semble pas formidable. Mais après, c'est pas formidable dans quel cas, dans quelle situation, dans quel cas de figure, pour une exposition ou une autre, pour une thématique. Mais après, quand on prend un petit peu de recul, et on finit par en prendre, ça fait quand même 20 ans que je suis dans ce musée, et il y a des choses sur lesquelles je suis revenu. Par exemple, des collections que je trouvais... Je ne veux pas dire nul, n'exagérons pas, mais enfin que je trouvais franchement pas très intéressante. Et plus les années passent, et plus on se dit, mais finalement, si, ça c'est tout à fait pertinent, on pourrait faire quelque chose autour de cette collection, et autant de choses qu'on aurait peut-être assez hâtivement, parce qu'il y a aussi un phénomène de mode dans un musée de mode, évidemment, mais des choses dont on est peut-être un tout petit peu trop proche à certains moments, qu'on peut, on doit pas avoir de jugement de valeur sur nos collections, mais enfin on est humain et on en a quand même. Et certaines pièces du début des années 70, tu vois une garde-robe de femmes du monde assez étoffée du début des années 70, ça nous rappelle un peu, je sais pas moi, les films de Blake Edwards par exemple, The Party, c'est fin 60, mais c'est très proche, c'est une de mes références, The Party. Et on se dit, ah oui, en termes de goût, c'est peut-être quand même pas extraordinaire, cet ensemble, puis on en a énormément, peut-être qu'on pourra en vendre. Et en fait, quand on prend un peu de recul et qu'on voit ça plus tard, que le temps est passé, on se dit, mais en fait, si, cet ensemble est absolument exceptionnel, justement parce qu'il fait référence à tout cela, ça peut être des références cinématographiques, c'est très souvent le cas, des références littéraires, un rapport à la photographie, à plein d'autres choses. Et on se dit, mais finalement, c'est très très bien que ce soit pas... on se le dit pas tout le temps, mais quand même, dans la majorité des cas, on se dit que c'est bien que ces collections soient inaliénables parce qu'on a un regard qui évolue. Et les conservateurs qui viendront après nous pourront trouver des choses comme ça qui nous semblent tout à fait banales, voire triviales, voire ennuyeuses, voire ridicules. Mais quand c'est ridicule, ça devient intéressant, je trouve. Mais ils auront un autre regard. Et des choses comme ça qu'on n'aimait pas, ou des choses qu'on n'a pas fait entrer il y a quelques années, quelques décennies, par exemple... Pour te donner un exemple, je suis désolé, je suis un peu un moulin à parole. Ah non, au contraire, vas-y. Mais pour te donner un exemple, en mode masculine, les donateurs ou les conservateurs, qui ne s'intéressaient pas énormément à la mode masculine, c'est pas la partie la plus développée dans les musées de mode d'une manière générale, mais n'auraient pas fait entrer de vêtements décontractés ou de vêtements de loisirs. Ce qu'ils ont fait entrer, ce sont plutôt des vêtements qui disent le statut social, qui disent une position, qui disent un niveau de fortune. Alors malheureusement pour les hommes, à partir des années 1840, ça va être uniquement des habits noirs. Des habits noirs, des chemises blanches, des gilets, très classiques. des gilets extrêmement classiques pour des moments habillés.
Et ils n'ont pas eu l'idée de mettre des vêtements de loisirs qui, en revanche, à la même époque, sont absolument fascinants et sont pleins de fantaisie. Et qui justement pourrait constituer le Absolument. patrimoine et notamment Et là, servir c'est de vraiment référence. c'est vraiment ce qu'on rechercherait. Voilà. Et tout ça, les gens s'en sont débarrassés. Quand on les trouve, ça devient des pièces assez rares, des pièces tout à fait surprenantes et qui permettent d'avoir une autre vision de ce qu'a été la mode masculine, je ne sais pas, du 19e siècle jusqu'aux années 1950, par exemple, où on a une force de proposition beaucoup plus importante que ce qu'on a en tête quand on voit nos kilomètres d'habits noirs, quoi, finalement. Alors on peut aussi jouer comme ça sur la série, mais enfin je pense pas que ça fasse une exposition blockbuster pour des visiteurs. On peut jouer quelque chose d'un peu néo-conceptuel avec ça, mais ce sera tout. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, oui, ce caractère inaliénable de nos collections, je trouve ça quand même important. Et j'aime bien cette particularité française autour de ça. C'est important de le souligner, je suis d'accord avec toi. Tu parlais d'un lieu secret et sacré, et là aussi il y a une sorte de sacralité en fait autour de tout ça, alors qui peut sembler absurde parce qu'on va sacraliser, on va des choses du quotidien, enfin qui ont été le quotidien d'autres personnes il y a longtemps, mais enfin bon, alors il y a toujours aussi cet aspect paradoxal du quotidien et de l'éphémère qu'on essaye de faire durer le plus longtemps possible. Donc dans un musée de mode, on est systématiquement dans le paradoxe. Mais tout le temps, enfin c'est quelque chose qui me frappe. Bon, je suis parti un petit peu loin, mais enfin bon, pour les devoirs et les fonctions du conservateur, bon, une fois qu'on a conservé ces pièces, qu'on en a fait entrer d'autres, en faisant des choix, en passant devant déjà en parlant à ses collègues, en passant devant 2 comités d'acquisition, un pour la ville, un pour l'État, enfin un pour la Donc ville. Ça, c'est un par an ? Ah non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs au moins dans l'année. 4. Ok. Il y en a à peu près 4 par an. Le calendrier est toujours assez régulier. Voilà, exactement. Et je parle de la ville parce que le musée Galliera appartient à la ville de Paris. Oui. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire en dehors de tout ça ? Bah oui, alors déjà, il faut argumenter notre choix. Alors comment ça se passe ? Voilà, donc en fait, je sais qu'il y a aussi des dons. C'est-à-dire que même un artiste... les dons aussi doivent être argumentés. Exactement. Et passent aussi devant ces commissions. Donc on doit motiver, soit toi tu es conservateur, tu as envie d'acquérir telle ou telle œuvre, et donc tu argumentes et lors de cette commission... On constitue un dossier en fait, de pertinence. Idem pour les artistes qui peuvent avoir envie de faire un don d'œuvre. Alors par exemple... on parle d'Aurore de la Morinerie, qui est une artiste qu'on connaît tous les deux. Qui a fait un don important, et qui a fait un don notamment de monotypes qu'elle avait fait de Alaya. Voilà, d'Alaya, et d'une exposition aussi consacrée à la garde-robe de la comtesse Greffule. De Greffule, voilà. Et là, c'est pas l'artiste qui justifie sa volonté de don, mais le conservateur dont dépendent les œuvres. Donc, selon le département. Selon le département, voilà. Selon les différentes typologies qui sont présentées dans les départements. Et on est devant un aréopage de conservateurs de différents musées, voilà, ou de gens du ministère de la Culture, et qui peuvent poser des questions parfois embarrassantes, oui, sur la pertinence de l'entrée de ces pièces dans les collections. Qui te challenge finalement dans absolument, ce choix. Mais qui sont des choses... ça peut être pénible, hein, ne le cachons pas, bon, ça l'est rarement, mais ça peut quand même l'être. Et puis, mais ça peut aussi être une protection, justement, par rapport à certains donateurs qui... Alors, ça semble... C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais pour certaines personnes, des choses qui ont appartenu à leur famille, des vêtements qui n'ont pas grand-chose à dire en histoire de la mode, ou même du vêtement quotidien, pour eux, sont chargés d'affect. Et donc ça leur semble être des pièces très très importantes. C'est très intéressant ce que tu parce dis. que c'est toujours très difficile quand d'évaluer la valeur. Oui, et puis surtout quand on se retrouve devant une armoire pleine de vêtements de quelqu'un de sa famille qu'on aimait et qui a disparu. C'est toujours un moment très difficile. Et parfois on se dit oui, ça a peut-être plus de valeur que c'est lié à une histoire personnelle et on s'imagine que ça peut avoir un intérêt pour un musée de mode. Pas nécessairement. Et donc aussi, ce système de commission permet de dire non sans que ce soit une douleur, sans que ce soit une insulte. Alors il faut faire attention, bien entendu, à ce qu'on dit, ou peut-être diriger les gens vers une autre institution, vers quelque chose de peut-être qui est moins lié à la mode, mais qui sera plus lié
à la sociologie, à l'ethnologie, à tout ce qu'on veut, enfin bon, qui peut être lié par exemple à des moments historiques importants, enfin qui sont liés à des moments historiques. Et bon voilà, ça fait aussi partie de notre travail. Alors bon, il y a un petit travail de diplomatie, mais c'est pareil, enfin c'est comme lorsqu'on est médecin et qu'on se retrouve devant quelqu'un qui a une maladie un peu compliquée. Comment l'annoncer sans que ce soit vraiment épouvantable, sans que ce soit... Enfin bon, bref. Et est-ce qu'il y a un nombre d'œuvres qu'on acquiert maximum par an où il n'y a pas du tout de chiffres Ben non, il n'y a pas vraiment de chiffres. Alors après, bon, on est un petit peu chacun dans son département, comme un enfant qui fait une liste au Père Noël. Hein. Non, mais c'est vrai. On a comme ça des œuvres dont on a besoin parce que ça correspond à des manques dans nos collections. Bon, après, qui peuvent être des pièces très très rares, qui du coup deviennent très chères. Bon, bref. On a comme ça un peu chacun une liste idéale. Ah, mais donc vous avez un budget quand même ? Ah oui, on a un budget, mais qui n'est pas un budget extensible. Bon, après, on peut avoir un reliquat de budget qui arrive. D'une année sur l'autre, formidable. Par exemple. Ok. Exactement. Et là, c'est bien quand il faut quand même toujours avoir un peu en tête quelque chose qu'on pourrait demander à l'acquisition, en sachant qu'un petit budget peut arriver. Et donc, bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Oui, on essaye d'être prêt, d'avoir comme ça un petit... Ouais, donc finalement, parce que ça, c'est une des questions, vu que ce podcast est dédié plutôt à l'angle business de tous les métiers de la création, mais finalement, en fait, vous êtes quand même aussi gestionnaire d'un budget, Oui, ça va, c'est pas non plus... Oui, non, mais... non, j'imagine, mais un musée... alors... là encore, il y a une responsabilité, parce que bon, ça va, on est quand même relativement cadré, justement, avec ces deux commissions d'acquisition. On ne peut pas faire entrer tout et n'importe quoi. Et puis bon, même si on a envie de faire entrer quelque chose qui peut être vu comme choquant pour X et X raisons par les différents comités d'acquisition, c'est à nous de rendre notre choix pertinent et de le rendre cohérent. Et alors, je reviens à ton métier. Alors, tu as une formation, tu es historien d'art et de mode. Oui. Puis j'ai une formation littéraire à la base. Voilà. Et finalement, on va y revenir parce que je sais que l'écriture a une place importante aussi dans ton travail quand même. Pas vraiment parce que je suis très feignant. Mais bon, non, c'est un peu une douleur d'écrire. Ah, tu vois, j'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose que tu aimais. Parce que j'aime bien, mais une fois que je suis lancé, mais c'est très dur de t'y mettre. Oui, c'est assez dur de s'y mettre. On dit c'est formidable, j'ai toutes mes idées en tête, et puis après il faut les mettre sur le papier. Et je trouve que c'est un moment pénible. Enfin bon, bref, voilà. C'est ta part artistique finalement. Mais c'est intéressant parce que finalement, moi, j'avais vraiment d'extérieur l'impression que c'était déjà inhérent à ta fonction. Oui, on a quand même des articles à écrire. Il faut documenter. Parce que vous êtes aussi des chercheurs. Oui. Bon, moi, je ne me considère pas comme un chercheur de haut vol, mais enfin bon, l'idée est quand même de documenter les pièces, de les mettre de les contextualiser déjà d'une part, et puis de dire pourquoi elles sont à côté de telle autre. Enfin bon, voilà, et de faire des recherches, notamment pour des dessins, de savoir pourquoi ils ont été créés déjà, sur quel support ils ont été reproduits, s'ils ont été reproduits. Enfin bon, voilà, il faut... Donc là, je vois pas ça comme un travail d'écriture particulièrement impressionnant. Enfin là, j'ai pas vraiment l'angoisse de la page blanche devant ce genre de choses. Mais enfin bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, oui, pour des articles plus thématiques, tout d'un coup, on se demande si on a vraiment la... Oui, si on est si qualifié que ça pour le faire. Après, on peut se poser plein de questions. Alors, puisqu'on en est là, c'est une question que je vais te poser un petit peu plus tard dans notre entretien, mais je suis notamment tombée en faisant mes recherches sur un article, une chronique que tu as écrite sur Gallier-Roch, qui était donc l'exposition. Il y a longtemps. Oui, c'était 2017. Non, 2007. Ah, pardon. Oui, c'est encore plus vieux. Donc, Gallier-Roch, c'était l'exposition avec Jean-Charles de Castelbajac. Oui, voilà, c'était une forme de carte blanche à Jean-Charles de Castelbajac qui investissait le musée, le lieu muséal. Qui était un peu le curator finalement. Oui. C'est ça. Et alors, tu vas nous en parler un peu après, mais tu as écrit notamment... Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit on trouve plein de choses sur Internet. Une chronique sur Gallier-Roch, Jean-Paul II et Jean-Charles de Castelbajac dans Transversalité aux éditions de l'Institut catholique de Paris. Alors, tu vois. Oui, je m'en souvenais plus. Oui, maintenant, ça me revient. Et donc, je lis.
3 principes de conservation demeurent immuables. Stabiliser l'état de l'objet, lui conserver son intégrité et ne rien entreprendre qui soit irréversible. En effet, en entrant au musée, le vêtement change de statut et devient une œuvre. Pour des raisons de conservation, il ne sera plus jamais porté par un être humain. Il ne sera également plus jamais traité comme dans la vie courante. Le lavage et le repassage lui sont interdits car leur action est susceptible de le modifier. À la place, on le nettoiera par exemple en le micro-aspirant, il sera défroissé par l'action de la vapeur froide ou par l'application de poids. Mais si la transformation d'un vêtement de mode en œuvre muséographique permet sa durée de vie, ne risque-t-elle pas non plus de n'être plus qu'une coquille vide ? C'est conscient de tous ces aspects que Jean-Charles de Castelbajac a entrepris de sélectionner un certain nombre de tenues dans les collections afin de les présenter dans un cabinet de curiosités. Sensible à la présence d'un jeune public dans l'exposition, Jean-Charles de Castelbajac tenait particulièrement à lui faire toucher du doigt la réalité de tel ou tel personnage historique à travers ses vêtements. Alors, on va revenir sur tout ce qui... Enfin, voilà, comment on construit une exposition aussi, parce que je trouve que c'est très intéressant. Mais il y a une phrase qui m'a titillée, c'était « Il ne sera plus jamais porté par un être humain ». Et donc, j'ai forcément pensé à Kim Kardashian et la robe de Marilyn Monroe. On peut pas, hein. Voilà. Donc, est-ce que ça a été un outrage pour toi, comme pour tout le monde ? Je peux pas trop dire, en fait. non, mais j'ai pas... T'as pas vraiment d'avis sur la question ? J'ai pas un avis très, très tranché sur la question, non. Après, c'est... Bon, j'irais pas mettre Kim Kardashian sur le même niveau que Marilyn Monroe. Je suis désolé de le dire pour elle, mais enfin bon. Mais non, tu peux. Après, on a le droit de faire des hiérarchies. Enfin, elle me semble moins intéressante, mais c'est pas une artiste déjà. Enfin, c'est bon, voilà. Après, si elle veut porter ça et si quelqu'un est d'accord, puisque ça fait partie d'une collection privée, pour qu'elle la porte. Pour faire du buzz, ou c'est pas forcément du buzz, ça peut aussi être vu comme une sorte de dommage, oui, bon. Admettons, mais je veux bien que ce soit un hommage. Après, non, on peut dire que c'est un hommage, et c'en est peut-être un. Mais ça peut être aussi une performance. On peut voir ça aussi comme une performance artistique. Enfin bon, il y a plein de possibilités dans tout ça, plein d'interprétations. Moi, je ne sais pas au départ quelle était sa démarche. Bon, j'aurais tendance, en portant un jugement de valeur, et je le regrette, d'y voir une forme peut-être de vanité, mais c'est peut-être pas ça. Enfin bon, je sais pas, c'est pas non plus une appropriation, mais pourquoi est-ce que ça serait pas une appropriation culturelle d'une certaine manière ? Après, bon, le sujet, enfin, le thème de l'appropriation culturelle, ça c'est un vaste débat, mais bon, c'est encore autre chose. On n'a pas le temps d'en parler. Mais non, moi j'ai pas d'idée là-dessus, mais je peux dire en tout cas que chez nous c'est totalement impossible. Alors après, ce qui me faisait rire en entendant cette citation de mes œuvres, c'est que ce ne sera plus porté par un être vivant. On se dit, mais est-ce que ça peut être porté par un animal ? Enfin bon, par oui, qui est un être vivant également. Mais enfin bon, un être vivant, on pense à un être humain. Et l'être vivant, j'avoue que ça. Après, ça me faisait rire d'imaginer, je sais pas, n'importe quel vêtement de nos collections sur le dos d'un mulet ou d'un Saint-Bernard ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment pour. Ça sera plus jamais confronté à un corps, quoi. Ouais. Voilà, ça sera sur un mannequin. Bon, pour plein de raisons. Hein, on n'est pas encore une fois. Bon, il y a un niveau, qui fait penser à la sacralité, et je trouve qu'on n'en est pas loin. D'un point de vue symbolique, oui, ça peut aller assez loin. Et cette dimension absurde, justement, me semble intéressante pour ça, parce que ça peut choquer les visiteurs, hein, d'une manière générale, dans un musée de mode d'avoir toutes ces règles. Déjà, il y a une chose qu'on nous reproche tout le temps. C'est de ne pas pouvoir toucher. Déjà, c'est de ne pas pouvoir toucher, mais alors ça, je crois que ça tombe quand même sous le sens. C'est comme s'ils allaient toucher des tableaux. Exactement, voilà. Oui, ou une sculpture, ou Dieu sait quoi. Enfin bon, mais là, c'est encore plus fragile. Et je me souviens d'une fois, dans une émission télévisée, la journaliste avait eu la bonne idée de dire que pour l'exposition Gray, qui a été présentée, je crois, en 2011 au musée Bourdelle. Ah oui, c'est formidable parce que les œuvres sont à portée de main et vous pouvez les toucher. Tu dis, mais c'est pas possible qu'elle ait dit une ânerie pareille. Bon, bref, et oui, parce que c'est vrai que c'est tentant. Et le vêtement est quelque chose qu'on connaît tous. Alors, on n'a pas tous des tableaux chez soi, on n'a pas tous des sculptures, on n'a pas tous... mais on s'habille tous, a priori. Et voilà. Donc, il y a quelque chose qui est quand même très...
très quotidien. Et effectivement, quand on achète, on touche le vêtement, on l'essaye, bien entendu. Et on a encore cette espèce d'automatisme. Et c'est pas forcément un automatisme, ça peut aussi être un désir. Quand on est dans un musée de mode, je reconnais que c'est tentant, oui, parce que moi je sais pas, j'irais pas toucher un vêtement. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a certaines sculptures que je serais tenté de toucher. Et je le fais pas non plus, parce que je me tiens, parce que je suis quelqu'un de très bien et d'absolument exemplaire. Voilà, non, mais c'est extrêmement tentant. Et ces vêtements qui font partie de nos collections, qui très souvent sont des vêtements de luxe, ce sont des vêtements assez exceptionnels, mais pas seulement, sont des choses qui nous semblent, qui peuvent nous émerveiller tout en faisant partie d'un vécu commun, enfin que chacun a pu expérimenter. Et qui sont témoins de l'histoire. Voilà, qui sont témoins de l'histoire. Et c'est vrai que, par exemple, le niveau d'éclairage dans les expositions de mode qui est de 50 lux, qui est quelque chose d'assez faible, la plupart du temps, les visiteurs disent « mais on voit rien, c'est trop sombre, c'est pas possible. Enfin bon, éclairer davantage. » Et on a beau dire non, on ne peut pas les éclairer davantage, parce qu'il n'y a rien de plus sensible à la lumière que les textiles. Enfin si, les pastels, admettons. Oui, si. Mais, ou la photo, voilà, qui seront les pas... œuvres en général. Les œuvres en général. Bon, si c'est une sculpture en marbre, ça passe. Mais les œuvres en général, oui. Ça, il faut vraiment l'expliquer aux gens. Et même, on a beau l'expliquer à chaque fois, il y a quand même toujours cette frustration. Alors après, on peut contourner ça en ayant un fond plus clair, le même niveau d'éclairage. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de contourner un tout petit peu ce problème, mais jusqu'à un certain point. Et alors justement, parce que donc c'est un musée qui appartient à la ville de Paris, donc il y a forcément une mission de service public. Ah bien sûr. Et donc vous, en tant que conservateur d'une institution publique, en quoi votre rôle est différent ? Ah, on nous a éteint les lumières en partant. C'est pas grave. Parce qu'évidemment, on est dans un lieu de travail. Oui, donc mais on n'est pas dans le noir, ça va. Non, ça va. Et donc, en quoi c'est différent, par exemple, d'un musée ou d'une fondation privée ? Est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là, ou c'est purement Parce que cette mission, et tu vois, on parlait notamment dans cette chronique que tu as écrite sur Gallier-Roch, il y a aussi cette dimension du jeune public, parce que justement, en service public, ça veut dire de pouvoir s'adresser à tous les publics. Oui, mais je pense que maintenant, dans des fondations privées ou dans la même chose. Privées, c'est pareil. Enfin, il y a les mêmes, la même volonté d'ouvrir les collections ou les expositions à un jeune public, à des publics inhabituels finalement dans des lieux culturels. Non, je crois qu'on en est à peu près au même point. Enfin, il y a quelque chose qui s'est stabilisé. En termes de... effectivement, oui, il y a cette notion de service public. Nous, on doit garder en tête qu'en fait, ces œuvres dont on est détenteur appartiennent en fait au patrimoine. Au patrimoine, aux citoyens. Enfin voilà, que nous, on est payé par les impôts, effectivement, de chacun. L'entretien de ces pièces aussi. Donc, oui, on a encore une fois des devoirs, quoi. Enfin, je parle que de devoirs et de responsabilités. Non, mais il est cool ton job quand même. Oui, il est cool, c'est des devoirs et des responsabilités. Mais évidemment, c'est très important de le souligner. Alors, qu'est-ce qui te... Parce que vous avez en effet beaucoup de devoirs et de responsabilités, mais en fait, il faut le dire, tu es un passionné, évidemment. Vous êtes forcément tous à ces postes-là. Des amoureux de l'histoire déjà. Oui, de l'objet. Enfin, tu m'as montré tout à l'heure quelques boîtes de ton département, donc des arts graphiques. Donc tu m'as montré des dessins. Après, il y a aussi des photos, évidemment, outre les vêtements. Voilà, c'est-à-dire que le fond d'œuvres de ce musée, ça n'est pas que des vêtements. C'est ça qui est intéressant aussi, justement. C'est important. Puis on a tout un fonds documentaire et un fonds d'archives qui est considérable aussi. Donc tout ça forme un ensemble qui est destiné à évoquer la mode. Ou à transmettre un moment de mode aux visiteurs. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on va dans un musée de mode, on se dit que c'est pour voir des vêtements. C'est ça. Les vêtements, moi je veux bien. C'est pas que je prêche pour ma paroisse en disant que le dessin est plus important que le vêtement. Encore que j'ai l'impression quand même que les dessins, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la mode. Parce qu'on commence déjà par un tout petit croquis qui peut être... Les stylistes, les petits croquis qu'on fait au téléphone avant de commencer une collection. Et puis ça va
en s'affinant, en évoluant, en changeant parfois de cap. Et l'oméga, parce qu'effectivement, on a le travail de l'illustrateur qui va transcrire et traduire aussi la vision d'un couturier, d'un créateur, d'un designer, quoi, pour parler de manière un peu plus large. Et voilà. Et là, c'est encore autre chose. C'est encore la vision de quelqu'un sur le travail de quelqu'un et de plein de personnes, puisque et donc un peu d'interprétation. Donc voilà pourquoi pour moi c'est l'alpha et l'oméga. Mais bon, ça peut pas être l'alpha et l'oméga si on n'a pas les vêtements, si on n'a pas les accessoires, si on n'a pas les attitudes non plus. Et très souvent, on se dit, ah oui, dans un musée de mode, on va voir des vêtements. Oui, d'accord, on va voir des vêtements. Mais le vêtement lui-même, fixe sur un mannequin, c'est un élément de mode. C'est pas la mode en soi. Enfin bon, dans certains cas, si on a effectivement quelque chose de très autonome dans sa structure, dans sa conception, comme certains vêtements je sais pas, comme des garçons ou Balenciaga, qui peuvent être vus pratiquement comme des sculptures, et qui ont une sorte de vie indépendante, même indépendante du corps, qui sont censés recouvrir ou habiller. Ça peut marcher. Mais je ne sais pas, par exemple, si on a une robe à panier 18e, mais seulement la robe, ce qui est notre cas, et qu'on n'a pas tous les accessoires qui allaient avec, qui ont été choisis par une personne à un moment donné, ça on ne sait plus quelles étaient les engageantes en dentelle qu'on avait, qui ornaient les poignets de la robe, quels ornements on va coudre, puisqu'on cousait les ornements en fait sur le vêtement, que ce soit des fleurs fraîches ou de la joaillerie, avec quel type de souliers c'était porté, avec quel type de coiffure, quel était le maquillage, quelle est la façon de bouger aussi, quelle est l'identité de la personne qui a porté ça. Pour quelle occasion ? Là, ça commence à devenir, ça commence à devenir vertigineux. Et on se rend compte qu'effectivement, là, on manque de beaucoup d'éléments qui font partie de la mode, autant que le vêtement. Que la façon de parler, que le niveau de langage, que la façon de se mouvoir aussi, ça dit Et énorme. donc de l'histoire. Voilà. Ouais. Et donc de l'histoire. Donc moi je crois qu'on pourrait faire un musée de mode uniquement avec des photos, des dessins, avec des films, avec des vidéos. Bon bref, là effectivement ce serait uniquement pour le XXe siècle et le XXIe siècle. Mais ou même demander à des chorégraphes en fait d'interpréter comme ça des moments de mode ou des comédiens, mais qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin de vêtements, parce que on a un petit tailleur, mais si on n'a pas les accessoires, si on n'a pas tout ce qui va avec. Encore une fois, il faut être conscient que c'est seulement un élément. Et on perd le mouvement aussi, le mouvement, le rapport au corps, même sur un mannequin. On peut faire tout ce qu'on veut, on n'aura jamais la démarche de quelqu'un qui... par exemple, pour une robe de Madame Gray, une robe drapée de Madame Gray, c'est très beau, ça peut vraiment être vu comme une sculpture. Mais il faut imaginer cette sculpture en mouvement. Et là, tout d'un coup, je crois que c'est à partir de là que la magie s'opère. Donc de toute la documentation autour du vêtement. Voilà, finalement. exactement. C'est vrai. Mais tout en sachant qu'on perdra toujours un petit quelque chose par rapport au moment où ça a été porté. Et parfois, ça n'a été porté qu'une fois. Et là, encore une fois, on est dans le paradoxe, parce que notre objectif est quand même de faire durer le plus longtemps possible de l'éphémère. Et ça, moi, j'avoue que ça me fascine. J'aime bien. Parce qu'on est vraiment dans la vanité la plus totale. Alors, je reviens rapidement à la commission d'acquisition, parce que tout à l'heure, notamment, donc, tu me montrais un très très beau dessin de Jean-Philippe Delhomme. Oui. Tu nous racontes et puis tu nous expliques le lien par rapport à la photo de Jürgen Thaler. Ah il y en a deux. Alors on en a vu deux, mais tous les deux sont liés à la photographie. Alors il y en a un qui date de 2011, qui représente, moi, que j'adore, parce que je trouve que c'est, on est vraiment dans le symbole, et on est devant quelque chose qui est de l'ordre de l'iconologie, quoi, clairement. C'est un dessin qui a été réalisé d'après un type de photo, un type de cliché de photographie contemporaine, en fait, réalisé pour des magazines de mode très pointus. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Jean-Philippe Delhomme prend ça avec beaucoup d'ironie et reprend tous les archétypes, en fait, de ce que doit être une photo de mode pour un magazine branché au début des années 2010. Alors il y a un petit règlement de compte je pense pas qu'on en soit encore là, mais entre l'illustration et la photographie, il y a surtout une prise de distance
assez formidable de Jean-Philippe Delhomme, qui épingle tous ces stéréotypes, enfin ces archétypes qui rendent une photographie de mode particulièrement pointue et particulièrement branchée à un moment donné. Ça me plaît beaucoup. Et puis il y en a un autre dessin qu'on a acquis un peu plus récemment, qui représente la façade du magasin Barney's à New York, qui n'existe plus depuis, qui a été fermé depuis quelques années, je ne sais plus combien, enfin je dirais 7 ans à peu près, et qui montrait quelque chose d'assez curieux, parce qu'on a une image qui semble tout à fait quotidienne. On voit une rue new-yorkaise, enfin savoir la 5e avenue en l'occurrence, et on voit avec des gens qui marchent sur un trottoir, devant des grandes vitrines, et tout d'un coup on a quelque chose d'extrêmement déstabilisant. C'est ce visage gigantesque qui devait couvrir à peu près toute la hauteur de la vitrine, c'est-à-dire 5 mètres, qui est le portrait d'Yves Saint-Laurent par Jürgen Teller. Qui est déjà une œuvre quand même très très particulière, quoi, on ne peut pas dire que ce soit un portrait charge, mais c'est un portrait qui montre quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui a produit une œuvre absolument considérable, mais où on voit les ravages de plein de choses, et entre autres de l'exigence de son métier, peut-être aussi de cette passion, mais qui consume. Et là, tout d'un coup, on a cette espèce de rapport critique et très, très, très douloureux, finalement, d'un artiste consumé par la création, par son art, par plein de choses, par la drogue aussi, bien entendu, qui prend une dimension absolument gigantesque dans une rue avec du luxe, une rue du luxe, mais qui reste quand même quelque chose de quotidien, d'immédiatement reconnaissable. Et tout d'un coup, on a une sorte de Big Brother de la haute couture qui est là et qui regarde ce qui se passe. Et moi, je trouve cette image formidable pour ça. Et puis par ailleurs, moi, ça me semblait intéressant de la faire entrer dans les collections, parce que ma collègue chargée de la photographie a justement acquis il y a quelques années ce portrait d'Yves Saint-Laurent par Jürgen Teller, qui dit beaucoup de choses sur le monde de la mode, quoi, et sur ce milieu exigeant et parfois cruel. Et alors, est-ce que justement une telle œuvre peut être le point de départ d'une exposition ? Ça pourrait, oui. Moi, j'aimerais bien, parce que je crois qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Alors non pas avoir un rapport critique à la mode, parce que ça, c'est très facile. Enfin de toute façon, on ne rendra jamais la mode éthique, ni quoi que ce soit. Enfin on peut essayer, moi je veux bien, mais ça sera à peu près aussi difficile que d'infliger un régime végétalien à un tigre. Enfin ça, c'est pas moral, c'est pas forcément éthique par définition. Et puis voilà, on le sait. Alors on peut essayer de rendre les choses éthiques. Moi, je trouve ça très bien si on peut éviter de faire par exemple, je sais pas, vous voyez, des baskets ou n'importe quoi dans des conditions absolument épouvantables. Cela dit, ça coûtera plus cher, faut quand même le savoir. Enfin je crois que ça, c'est acquis. C'est acquis, mais il y a quand même, je sais pas, quand on regarde le nombre de personnes qui achètent des vêtements sur certains sites de chinois, admettons, de mode de fast fashion. Là, je pense pas qu'ils se posent vraiment la question. Quand même, quand on arrive à acheter un pull qui coûte 9 € ou je ne sais quoi, ou un manteau qui en coûte 19, on peut peut-être quand même se poser des questions. Mais alors peut-être aussi que cette espèce de désir d'être à la mode, d'avoir un vêtement avec lequel on va faire un effet important. On imagine qu'on va faire un effet important en le portant 2-3 fois, parce qu'après il est plus portable de toute manière. C'est plus important qu'autre chose. Après chacun a sa façon de se débrouiller avec sa conscience et de vivre les choses. Mais non, c'est effectivement une industrie polluante. Même à un très haut niveau, c'est quand même un monde qui use, quoi, les gens ne serait-ce que les créateurs. Enfin, c'est pas. Et les petites mains. Les petites mains, oui. Mais sûr. ça, les petites mains, je crois que c'est acquis pour tout le monde. Mais même quand on est en haut de la pyramide. C'est vrai. Ça peut, c'est ce que dit entre autres cette photo de Jürgen Teller qui représente Yves Saint-Laurent.
Donc bon voilà, alors bon, moi je trouve qu'on serait plus autour de la notion de vanité, enfin ça pourrait donner lieu à une exposition autour de toutes les acceptions du terme vanité, Hmm, qui sont toutes couvertes en fait par ce monde de la mode et c'est vrai. tout ce qui s'y rattache. Que ce soit le bûcher des vanités, que ce soit la foire aux vanités, que ce soit les tableaux de vanité qui nous ramènent toujours face à la mort, à un destin commun pour l'être humain. Bon, bref, enfin, je trouve qu'il y aurait vraiment un sujet à faire autour de ça. Moi, j'aimerais bien le traiter. Bon, dire que ce soit Il faut que tu en particulièrement parles. Guilleraine, Hmm, non, mais enfin bon, il y a certains moments qui hmm. peuvent être quand même, qui peuvent être assez drôles, quoi, qui permettent l'humour. Bon, la foire aux vanités, oui, on peut jouer autour du costume de cour, on peut jouer aussi autour de ces vêtements, enfin, ou de ces looks extrêmement élaborés que vont porter des gens pour les Fashion Week et qui porteraient pas en dehors de ces moments très très Mhm. précis dans l'année, au risque de paraître ridicule Le, le commun des le mortels, commun, quoi. Mais voilà. à partir du moment où on est reconnu par ses pairs, bon, très bien, on peut jouer cette carte-là. Bon, c'est la même chose que les logiques de mode de cours, hein. Mais oui. Voilà, bon, bref, enfin bon, il y a Hmm. toujours ce rapport aussi à l'argent, au pouvoir dans la mode à n'importe quel moment. Même si on essaye d'être dans quelque chose qui va être relativement calme, relativement discret, bah, ça dit toujours quelque chose, quoi. Mais même, il y a cette mouvance du quiet luxury, donc Oui, vraiment le exactement. luxe Mm. très discret. Ouais, ouais. Il y a des marques voilà, qui Mm. sont réputées pour ça, et notamment il y a cette série qui s'appelle Succession, que j'ai pas encore vue, Mm. mais qui Moi non apparemment est plus. excellente, mais où c'est Mm. vraiment apparemment très emblématique, tout ce quiet luxury, où voilà, Mm. tous les personnages sont habillés en Loro Piana, etc. Mm. Enfin, et Ouais, il y a ouais. uniquement l'œil à viser qui va reconnaître. Voilà. Voilà, et donc tu as Et raison, c'est et ça plus dit social encore beaucoup, mais bien que les sûr. autres. Et ça, finalement, c'est pas nouveau du tout, parce qu'on l'a avec Balthazar Castiglione dans le livre du courtisan. Je crois que c'est sorti en 1530. Donc on voit qu'il y a quand même, ça Ça a a quand toujours même été. quelques heures de vol, en fait, cette notion-là. Il n'y a pas moyen de s'en tirer, finalement, parce que même en étant dans quelque chose d'un luxe discret, ben, on va regarder de haut quelqu'un qui va porter des vêtements de luxe immédiatement reconnaissables avec des Oui, marques reconnaissables. Ah, quelle vulgarité, machin. Moi, je suis exactement. beaucoup mieux parce que ça se voit pas. Exactement. Enfin, seulement les. Et en tout cas, il y a toujours ce jugement de valeur, en Ah bah tout le effet. temps. Ouais. Oui, oui, là on est en Et plein je dans crois que la Bourdieu, mode, hein, mais oui, même pour mais c'est ça. plus on va vers quelque chose de minimaliste et luxueux, bah plus on est dans cette logique Mais c'est vrai que la mode, assez élitaire. c'est ce qu'on montre en premier Oui, finalement de oui, soi, oui. son vêtement, Mm, son style ou quoi que ce soit. mm. Donc en effet, je peux comprendre à quel point c'est aussi sociologique, comme tu le Bah dis. oui, 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 en Ouais. plein. Alors après, bon, on peut porter ça non pas pour étaler, je sais pas quoi, sa fortune, sa liberté, je ne sais quoi, son goût et tout. Bon, mais simplement en se disant, bah tiens, je me sens bien là-dedans, ça Mhm. me donne une certaine confiance en moi. Mais quand on commence à creuser un tout petit peu quel est l'élément qui donne confiance en soi, bah voilà, on retombe toujours un peu sur les mêmes valeurs, quoi. Et bon, je crois qu'on n'en sort pas. Et voilà, il faut peut-être pas non plus. Trop y réfléchir. Oui, c'est pas un drame. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Et alors les expositions, parce que j'aimerais juste comprendre aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment vient une idée. Est-ce que ça vient forcément du directeur ou enfin maintenant c'est une directrice? Oh, bah pas nécessairement. Ça peut, voilà. Ça peut être Et vous assez avez des collégial. commissions aussi régulièrement justement pour Non, ça? pas Non. forcément, mais on en parle entre nous. Enfin bon, on échange. Bah, on n'a pas besoin d'avoir une réunion pour Vous échanger. communiquez déjà On entre vous. communique quand même. Enfin bon, pas tout le C'est temps, mais pas le enfin cas bon, quand partout, même, hein, donc c'est bien de le dire. l'objectif est tout de même de communiquer. Et puis, bah, parfois, oui, c'est au profit d'une acquisition ou d'un don important, enfin que peut Voilà. faire une famille, enfin les descendants de quelqu'un, Mhm. qu'on se dit mais là il y a un véritable sujet, quoi. Enfin bon, déjà peut-être rendre hommage aux donateurs. Bon, Mhm. c'est pas uniquement l'objectif, il faut que ça ait un sens. Mais quand on a par exemple toute la garde-robe de quelqu'un, bah oui, il y a forcément une histoire qui se dégage. Alors bon, moi je ne vais pas parler à la place de mes collègues, mais par exemple mon collègue chargé du contemporain a reçu de la part de sa petite fille une importante partie de la garde-robe de Juliette Gréco. Bah, c'est sûr que Mmh. tout de suite il y a un sujet, quoi. Alors Bah bon, ouais.
voilà. Et puis alors là, pour le coup, les arts graphiques qui sont liés aussi, Oui, évidemment, et puis mais même de l'audio. j'ai pas de dessin de tout ça, mais enfin bon, si on Mm. cherche dans la presse, après si on fait des recherches avec l'INA, avec tout ce qu'on veut, bon là on peut faire quelque chose effectivement de tout à fait intéressant. Enfin bon, il n'y a pas de règle, hein, encore une fois, pour monter une exposition. Bon, après, il y a une notion de désir, toujours, Mhm. je pense, après, ou d'opportunité, parce que bon, tout d'un coup, enfin, sans être opportuniste, bien entendu, c'est pas notre genre. Non, mais oui, d'opportunité, parce qu'il y a un moment qui est l'anniversaire de, je sais pas, Oui. la disparition de quelqu'un, ou parce qu'on parle d'un couturier, d'un créateur ou d'un mouvement de mode à un moment donné. Bon, ça correspond comme ça à une date clé. On se dit, bah oui, là, il y a peut-être un sujet à faire. Bon, c'est ce qui a été fait, entre autres, avec... il n'y avait pas de date clé hein, pour ça. C'était pas l'anniversaire... Enfin, on n'était pas 30 ans après 1997. Mais il se trouve qu'avec oui, enfin, plusieurs collègues, on se dit, ah oui, là, c'est quand même une année absolument charnière et importante, et enfin voilà, qui redistribue les cartes du monde de la mode, et ça vaudrait le coup de faire quelque chose dessus. Alors bon, enfin, entre la première fois où on y pense et le moment où Il se passe combien l'exposition de temps ? se fait, voilà, je sais pas, ça peut faire 10 ans. Ah ouais, Oui, et puis bon, bah voilà, tout d'un coup, il y a ça le y est, moment, il y a l'occasion, on se dit l'impulsion. oui, ça y est, là, C'est maturé. c'est absolument comme Ouais. comme de la viande de bœuf. Non, mais si, il y a quelque chose de cet ordre-là, je Mais je crois. comprends, ouais, bien sûr. Mais ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur le recul nécessaire Oui. pour l'acquisition d'une œuvre. Ben, je pense que c'est la même chose aussi. Là, vous avez aussi besoin de ce recul parfois Bah, pour la on la a construction. on a besoin de ce recul, et puis on a ouais. besoin aussi de savoir où sont telle ou telle pièce qui sont emblématiques, Oui, qui ne sont aussi. pas nécessairement dans nos collections. Enfin bon, il y a tout un travail de recherche à Et faire. donc, soit après d'essayer d'organiser des emprunts, Exactement. voire Voilà. de nouvelles acquisitions. De nouvelles acquisitions, ça, c'est moins. Mm. Mais après, il peut y avoir des acquisitions ou des dons qui ont lieu après Mhm. après certaines expositions thématiques, par exemple. Il y a des particuliers qui disent, ah bah oui, moi j'ai telle pièce qui, bon, je sais pas, je vous donne un exemple, enfin qui vient qui date de cette année 1997. Bon, bah oui, certaines personnes viennent les donnent. Et non, il y a souvent ce phénomène-là après une exposition, ou du moins en montage d'exposition, pendant l'élaboration de l'exposition, à partir du moment où on en parle. Et bah oui, ça aussi, ça fait partie de... Quelle était la phrase que tu m'as dite au départ? Il n'y a pas de... C'était qu'il n'y avait pas de... tout arrive pour une raison. Everything happens for a reason. Oui, bon, ouais. bah voilà, c'est ça. Mm. Oui, exactement, ça y est, on en revient à ça. Voilà. Exactement. C'est que c'est l'opportunité, en effet. Oui. Pour moi, cette phrase, elle veut vraiment dire que finalement, enfin, j'aime bien cette notion de responsabilité que tu as introduite dans ta réponse. Mais finalement, pour moi, elle veut vraiment dire que, en effet, il n'y a pas de hasard, mais surtout, on va toujours trouver une raison a posteriori. Voilà. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que parfois, on a du mal. Enfin, il y a des choses même difficiles. Et voilà, je raconte dans mon premier épisode de ce podcast, qui est un solo, tout le contexte autour de cette phrase. Parce que c'était un moment où j'ai pas eu un job et que ça m'a énormément frustrée. Et donc, j'étais très en colère, etc. Et mon manager de l'époque, Mitch, m'a dit « Everything happens for a reason ». Et là, j'ai compris qu'il fallait que je grandisse encore avant de pouvoir prétendre à ce poste que j'ai eu donc 2 mois après. Tu vois, donc et depuis, ça me guide vraiment. Oui. Et ça me permet, moi, je pense, de trouver parfois, de me dire « Ok, bon, là, c'est pas comme j'ai voulu, c'est pas comme j'espérais. Ok, ça doit vouloir dire quelque chose. » Et puis finalement, voilà, ça te permet d'aller encore plus loin après. Oui, non, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, où on est tout d'un coup extrêmement frustré parce qu'on a un projet d'exposition qui est reculé, qui est retardé pour une raison ou une autre. Et puis finalement, bah oui, parfois ça laisse la possibilité d'avoir un petit peu plus de temps pour la maturer. Tout d'un coup, on a que ces petits moments de bonheur où quelqu'un dit, ah mais à propos, moi j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse? Et on se dit, ah non mais c'est pas possible, c'est exactement la pièce qu'on cherchait, on pensait que ça n'existait plus. Enfin bon, mais ça arrive très très souvent. Alors bon, je peux en tirer, je ne sais pas quelle conclusion j'irai en tirer. Mais c'est un phénomène tout à fait récurrent, oui. C'est finalement de faire confiance à la vie et à l'enchaînement des événements. Voilà, c'est exactement ça.
Tu parlais de frustration et finalement dans ce métier de conservateur, même si je peux vraiment comprendre la passion qui vous anime au quotidien, etc., je me Ah bon, demandais... on n'est pas passionné au quotidien. Enfin, moi, je sais pas, peut-être que certains le Parce que sont. c'est quand même très administratif. Ah oui, Ouais. ça, c'est pas super passionnant. Ouais. Non, il y a des éléments... Histoire de bon, dissuader ceux qui pouvaient éventuellement... Bah oui, parce qu'il faut quand même envisager que c'est 80% de son temps qui est consacré à ça, À de la quoi, paperasse. à de la paperasse, à des tâches administratives, je sais pas, faire de l'inventaire. Alors bon, j'avoue que c'est pas formidable. Bon, on est très content de faire entrer les œuvres dans les collections. Enfin, quand il faut passer par tous les strates de l'inventaire et ensuite tous les 10 ans du récollement, c'est-à-dire que c'est un super inventaire où il faut vérifier où en sont toutes les pièces. Alors, quand on a comme ça arrive à certains, enfin c'est mon cas et le cas de ma collègue chargée de la photographie ou celle chargée des accessoires, quand on a entre 50 et 55 000 pièces dans un département, tout d'un coup ça devient quelque chose de monstrueux en fait, cette tâche du récollement, de vérifier tous les 10 ans où en sont les œuvres. C'est comme l'INSEE et le Non, mais c'est le recensement. récollement C'est décennal. Et exactement- enfin, ouais, bon, c'est bref, ça. il y a Ok. tout un tas de cases à cocher. Enfin bon, ça prend un temps considérable. Et a priori, c'est quand même pas, c'est pas ce qu'il y a de plus fascinant. C'est très répétitif. C'est absolument indispensable. Et fastidieux, faut être hyper rigoureux. Mais oui, mais Ouais. c'est indispensable Ouais. malgré tout pour Ouais, bien savoir sûr. où on en est, pour vérifier que l'état des œuvres, vérifier que rien ne manque, que rien n'a été détérioré, volé, enfin tout ce qu'on veut. Oui, il y a une dimension tout à fait légale. Mais alors, qu'est-ce qui fait que toi, ça te porte quand même? Qu'est-ce qui te motive au quotidien, à part Ce qui me motive, c'est que au quotidien, c'est que j'ai absolument pas pensé à ça au début quand je me suis dit, ah, tiens, mais ce serait bien Oups. de travailler dans un musée. Je pense que beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Et voilà, non, mais c'est pouvoir collectionner des œuvres, restituer je sais pas, des éléments de la vie de quelqu'un, enfin du travail d'un artiste, restituer, oui, c'est autour de la mémoire, quoi. Enfin voilà, et pouvoir les partager, les transmettre, en sachant que ce qu'on essayerait de transmettre, il y aura toujours des lacunes en fait dans nos collections. Alors ça peut être effectivement assez frustrant. Bon, il y a quand même des grands moments de bonheur quand tout d'un coup on peut acquérir une pièce ou qu'on a un don auquel on s'attendait pas. Enfin bon, qu'on a un budget supplémentaire qui permet d'acheter, mais juste au bon moment, une pièce qui est tout d'un coup disponible. Ça, c'est quand même des moments de joie. Mais bon, il n'y a pas que ça. Et bon, voilà, mais enfin, dans les métiers de chacun, enfin, je sais pas, je pense que Non, mais personne n'est évidemment, passionné tout le monde évidemment. lui, enfin, je sais pas, du 1er janvier au 31 décembre, sinon je sais pas dans quel état seraient les gens, mais enfin, à mon avis, il serait... il faut peut-être avoir un peu un certain repos par rapport à la passion, parce que Ça, je vois c'est pas trop vrai. dans quel état on serait. Enfin, C'est j'imagine intéressant ce que tu dis, c'est vrai. des regards de Ouais. dingue. Et il faut peut-être des moments ennuyeux. Moi, je trouve que les moments Ouais. ennuyeux peuvent aussi être créatifs. Et Complètement. voilà, bon, je Sont suis propices désolé. à Là, l'imagination. Non, mais oui, c'est voilà, vrai. je sors une platitude absolue, mais il me semble que c'est important pour l'imaginaire de l'enfant. Je sais pas, quelque chose d'un petit peu créatif. Alors après, bon, voilà, il faut que ça reste dans des proportions saines. Et je ne sais pas s'il y en a, il n'y a pas un quota d'ennui nécessaire pour Non, puis ça dépend de chacun et des moments. pour constituer quelqu'un. Mais ça me semble quand même ça me semble peut-être un peu reposant, oui, parce que tout d'un coup, tout le temps dans un état d'exaltation, Surstimulé de et machin, tout, ouais. surstimulé, je sais pas, je crois qu'on C'est épuisant finalement. voilà, Ouais. on doit tomber raide comme Ouais. je sais pas quelle petite bestiole qui s'est trop dépensée, quoi. C'est vrai. Et alors, après conservateur, c'est quoi l'évolution? Enfin, est-ce qu'il y a des perspectives? Enfin, est-ce que c'est directeur de musée? Est-ce que... Entre autres, enfin bon, il y a pas mal de choses possibles. Alors, bon, moi, je suis pas un exemple de... Parce que toi, t'es bien là et t'as pas Oui, spécial... puis peut-être voilà. que je n'ai pas une grande ambition non plus. Et je Mhm. bouge pas, non. Après, moi, je trouve que ce qui est important, c'est d'être... déjà d'avoir un entourage professionnel avec lequel on se comprend, avec lequel on s'entend bien. Alors bon, il y a tout le temps des frictions, évidemment, mais pas, voilà, mais c'est pas conflictuel. Enfin, il y a un dialogue. Et moi, je trouve que c'est important d'être dans un milieu professionnel pratiquement amical, quoi.
Ouais. Et voilà, où on sait à peu près où on en est. Enfin bon, sans dire qu'on partira en vacances avec tous ses collègues, c'est pas l'objectif. Mais oui, un niveau de confiance, de communication aussi, qui au bout d'un moment se fait assez naturellement. Ça me semble important. Et puis, bon, je devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai quand même l'impression que beaucoup d'institutions culturelles, muséales en particulier, sont un peu des asiles de dingue. Et c'est bien de connaître la pathologie des gens avec lesquels on est, de connaître les siennes propres et de savoir comment ça peut marcher. Parce que très souvent, il y a des problèmes d'ego qui semblent quand même assez ridicules quoi, par rapport à ce qu'on fait, mais qui sont réellement des problèmes d'ego. Comme si on était des stars de Hollywood et qu'il y a des millions, voire des milliards à gagner. Donc non, là, faut aussi quand même un peu se calmer de ce côté-là. Et donc, c'est dans des milieux quand même un peu bizarroïdes. Bon, on est quand même tous, je veux pas dire que nous sommes tous dingues dans les musées. Bon, enfin bon, c'est quand même des caractères un petit peu particuliers. Bon, on parlait de ses passions pour les objets, pour l'histoire, pour des choses qui sont un peu de l'ordre de l'imaginaire, je ne vais pas dire de l'intellect, mais de l'imaginaire. Ça donne forcément, ça crée des personnalités assez bizarres, parfois un peu bancales, un peu voilà, bon, qui s'équilibrent tout en étant bancales. Et pour ça, ça me semble quand même important d'être dans un milieu, dans un milieu professionnel dans lequel on se sent bien. Tout en connaissant ces déséquilibres, ceux des autres, les points d'équilibre possibles. Et voilà. Et finalement, c'est tout le challenge de construire une équipe. Voilà, exactement. Et parfois, ça se construit tout seul. Ouais. Après, effectivement, oui, il y a des directions plus ou moins bienveillantes. Bon, et voilà, et ça compte aussi considérablement. Mais bon, oui, non, on peut avoir vraiment des directions toxiques, quoi. Ça se voit dans beaucoup de musées, de voir des chefs d'établissement qui vont compter les points ou voire organiser des sortes de conflits de manière un peu sadique entre des gens. Enfin, il y a vraiment une logique de cours. Hein, ouais, si tu veux. Mais là, tu parles de n'importe quel type de musée, on est d'accord, pas forcément n'importe quel de type de la mode, musée, voilà, des justement. bibliothèques, ça n'a rien à voir avec la mode. Mais la culture en général. Ouais. Je pense, oui, à partir du moment où on conserve je sais pas, des mémoires humaines, des choses comme ça, des choses qui ont une certaine valeur aussi, une certaine valeur finalement d'une certaine... Oui, et puis il y a aussi je sais pouvoir. pas, peut-être se substituer aux artistes, aux créateurs, se prendre un peu pour eux à certains moments, ou s'approprier leur gloire et... Enfin bon, je sais pas, après peut-être que je raconte un peu n'importe quoi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, justement, parce que tu vois, c'est une des questions que je me posais. Parce que moi, je travaille qu'avec des artistes, des créatifs. Et c'est vrai qu'une des choses qui est vraiment commune, c'est ce besoin d'aller se nourrir culturellement. Ouais. Et donc d'aller voir des expositions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, quel que soit leur métier, quel que soit le type d'expo. Mais de toute façon, d'aller s'immerger dans la culture, c'est essentiel. Voilà, exactement. Et donc, je trouve que c'est intéressant, justement, parce que toi, tu es de l'autre côté. Tu vois, de ces expositions avec tous tes collègues, etc. Oui, mais on en consomme beaucoup aussi, en fait. Mais oui, j'imagine. C'est ça qui est intéressant. Pour vous inspirer et c'est un peu comme une étude de la concurrence. Oui, ou même par goût. Après, il y a aussi une dimension étude de la concurrence. On se dit ça a été mieux fait dans tel musée ou par tel collègue. Ça a été mieux fait que ce que j'ai fait moi. Ou alors moins, ou moins bien. On peut aussi se le dire, ça peut arriver. Mais non, c'est drôle, oui, parce que tu parlais de gens qui travaillent dans la création. Bon, il y a une chose qui me frappe, c'est que l'ego est un outil de travail. En fait, dans ces cas-là, on s'énerve avec l'ego des gens. Oui, mais je crois qu'il est indissociable aussi de cette part de génie, de créativité. Alors après, ça peut donner des choses totalement monstrueuses. Après, ça peut donner des choses simplement un peu agaçantes. Il nous casse les pieds, mais je crois que c'est absolument indispensable. Et je trouve que cet ego... chez des gens qui sont dans la diffusion des œuvres d'art, de ces choses-là, c'est un peu plus déplacé et c'est un peu moins nécessaire. En dehors sauf dans certains cas où effectivement il y a un travail très créatif dans la conception d'une exposition, dans sa mise en scène, dans tout ça, où là aussi ça peut être une forme d'art. Dans certains cas, je sais pas, les commissariats
Laurent Lebon, moi je trouve ça génial, enfin entre autres. Bref, enfin je dis un nom comme ça, mais bon voilà, enfin donc oui je sais pas, j'ai l'air de dire que tout le monde est dingue, mais je m'inclus quand même dans mais je te rassure. je m'inclus quand même dans dans le lot, oui, mais bon, enfin voilà, on est tous dans des situations d'équilibre relativement précaires. Et puis effectivement, peut-être qu'on le trouve par l'intérêt qu'on a pour les œuvres d'art, pour la création, pour ces choses-là. Et c'est vrai que le travail d'équipe est parfois un petit peu compliqué quand on peut empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Bon, et c'est pour ça, moi, je pense c'est peut-être aussi un manque d'ambition, mais moi je trouve que c'est important d'être avec des gens avec lesquels on s'entend bien, quoi, et dont on connaît. Oui. Enfin bref, voilà. Super. Et pour terminer, j'aimerais te demander un mot pour résumer toute notre conversation, ou juste un mot que tu aimes particulièrement. Ça peut être dans la langue que tu souhaites. Écoute, moi je crois que c'est inspirer. Ouais. Enfin, s'inspirer et inspirer, et l'inspiration, et je crois qu'on est là pour ça en fait dans les musées. Inspirer ou s'inspirer qui me semble dans ce cas, dans le cas présent, oui, important. Merveilleux, merci beaucoup. Merci Non, Laurent. je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.